C'est ce que ma belle-sœur a dit, 3 jours avant son mariage. Mon mari se tenait juste à côté d'elle, étudiant la moquette comme si elle lui devait de l'argent. Pendant 12 ans, je m'étais pliée en 4 pour cette famille, comblant leurs lacunes, réparant leurs erreurs, restant discrète pour qu'ils puissent se sentir grands, alors je ne discutais pas. J'ai posé le plan de table qu'il m'avait demandé de corriger, j'ai pris mes clés, et j'ai roulé vers le nord, en direction de la maison de mon grand-père. Le matin du mariage, mon mari est parti sans moi. Pas un mot. 3 jours plus tard, je me tenais au fond de la salle de bal du Millstone Hall et je regardais un homme en costume sombre traverser la pièce vers mon beau-père. Everett m'a vu. Puis il a vu l'enveloppe, et leur petit monde parfait a commencé à se fissurer. Laissez-moi revenir en arrière, car la fissure n'a pas commencé ce soir-là. Elle a commencé des années plus tôt, et c'est moi qui tenais le mur debout pendant tout ce temps. L'appel est arrivé un mardi. Karen, ma belle-mère, avec cette voix douce et mielleuse qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose, et qu'elle voulait que vous vous sentiez flatté de le lui donner. Esther, ma chérie, voudrais-tu jeter un œil au plan de table? Tu sais toujours où placer les gens. Tu es si douée pour les choses invisibles. Les choses invisibles. Je me souviens avoir noté cette phrase dans ma tête. De la même manière qu'on appuie sur un bleu, pour voir s'il fait encore mal. De son nom, un quatuor à cordes, les initiales de Sloan pressées en or sur du papier crème. Mon mari était listé comme garçon d'honneur. Je n'étais listé nulle part. Je me suis assise à notre table de cuisine avec un crayon, et j'ai déplacé les Prescott loin des tantes qui parlaient trop fort. J'ai déplacé le cousin difficile près de la sortie, j'ai équilibré une pièce dans laquelle je n'aurais pas le droit d'entrer. Il ne m'était pas encore venu à l'esprit de demander pourquoi j'arrangeais des chaises pour une célébration à laquelle j'avais été désinvitée. Il m'est seulement venu à l'esprit que j'étais douée pour ça, et qu'être douée pour ça était la chose qu'ils attendaient de moi. C'est ainsi que s'étaient déroulées ces 12 années. Il y a eu cette fois où Warren, mon beau-père, a présenté à une salle pleine d'investisseurs des chiffres que j'avais passé la semaine à nettoyer, sans jamais prononcer mon nom. Il y a eu cette année où j'ai trouvé l'erreur qui aurait fait couler une offre, et où j'ai glissé la feuille corrigée sur la table. Et il a dit, laisse les hommes s'occuper des chiffres, Esther. Toi, contente-toi de garder la maison chaleureuse. Il y a eu les vacances, où ma chaise était toujours celle du bout, la plus proche de la cuisine, pour que je puisse me lever quand les places se vidaient. Je me disais que ça changerait, que les familles ont besoin de temps pour laisser entrer quelqu'un. J'étais douée pour me raconter des histoires. C'est un talent qui maintient un mariage silencieux, et une femme discrète. Alors, quand Sloan m'a regardé de l'autre côté du salon de sa mère et a prononcé ces quelques mots, je n'ai pas pleuré, et je n'ai pas discuté. J'ai posé le plan de table. J'ai pris mes clés, et le lourd trousseau a cliqueté dans ma main. Toutes ces clés que je portais, sans que personne ne se demande jamais pourquoi j'en avais autant. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai juste laissée se refermer derrière moi. J'ai pointé la voiture vers le nord, vers l'Hudson, vers mon grand-père. Et quelque part après la deuxième sortie, mon téléphone s'est allumé sur le siège. L'écran affichait un seul mot, hard rock. Et la voix à l'autre bout du fil était déjà à mi-chemin de la panique. Je veux raconter ce matin-là correctement, parce que la version dont tout le monde se souvient est fausse. Dans leur version, j'étais hystérique, ou absente, ou ingrate. Dans la mienne, j'étais calme, et c'est ce calme qui les a effrayés plus tard. La répétition avait eu lieu le soir où les mots avaient été dits, mais les jours suivants ont eu leur propre petite cruauté. Everett est rentré tard et n'en a pas parlé. Il a accroché sa veste comme il le faisait toujours, 2 doigts dans le col, et a demandé ce qu'il y avait pour dîner, comme si sa sœur ne venait pas de rayer mon nom de sa famille devant tous ceux qu'il aimait. Je lui ai demandé s'il comptait dire quelque chose. Il m'a regardé comme on regarde une météo qu'on ne peut pas changer. N'en fais pas toute une histoire, a-t-il demandé. La famille, c'est compliqué. Le matin du mariage, il a enfilé le costume gris que j'avais fait tailler pour lui. Il a vérifié sa montre, a embrassé l'air près de ma joue, et a dit, « Ne m'attends pas. Ça va finir tard. » La porte a cliqué. Je suis restée dans la cuisine avec 2 tasses de café sur le comptoir, et une seule d'entre elles était remplie.
Je n'ai pas jeté la tasse. Je n'ai appelé personne. J'ai regardé le plan de table une dernière fois, puis je l'ai retourné sur la table, et quelque chose dans ma poitrine s'est retourné avec lui. Puis, j'ai conduit. La maison de mon grand-père se trouve au-dessus d'un méandre de la rivière, une maison en pierre qu'il a construite lui-même avant ma naissance. Walter Hardrock a 83 ans maintenant. Il se déplace lentement et ses mains tremblent un peu, mais ses yeux n'ont jamais été lents. Il m'a jeté un seul regard sur le porche, et ne m'a posé aucune question. Il m'a fait asseoir. Il a posé une main sur la mienne, une main qui ressemblait toujours à celle d'un tailleur de pierre. Et il a dit la chose que j'ai retournée 1000 fois dans ma tête depuis. Tu l'as porté si silencieusement, que tu as oublié que tu avais le droit de le déposer. Je ne le comprenais pas encore. Je pensais qu'il parlait du mariage. Je pensais qu'il était gentil à propos d'une mauvaise soirée. Il a cherché dans le tiroir de la petite table à côté de sa chaise, et en a sorti une enveloppe de couleur crème. À l'intérieur, il y avait une seule page, tapée à la machine, avec sa signature tremblante en bas, et le sceau de la fiducie familiale pressé dans le coin. Une lettre de souhait, comme il l'appelait, pas un testament, une lettre vivante. Je l'ai lue 2 fois. Pour Esther. Non pas parce que tu es de mon sang, mais parce que tu es la seule à avoir jamais compris à quoi cela servait. Garde-le, ou laisse-le partir. Le choix a toujours été le tien. Mes mains n'étaient pas tout à fait stables. Pas à cause du chagrin, mais à cause de quelque chose pour lequel je n'avais pas encore de nom. L'étrange vertige de se voir dire par écrit qu'on compte, quand on a passé une décennie à se convaincre du contraire. Mon téléphone s'est de nouveau allumé sur l'accoudoir du canapé. Un email cette fois, d'une banque. Et l'objet portait un nom que je connaissais mieux que le mien. Kingsley. La panique au téléphone plutôt avait un nom, elle aussi. Un contrat de carrière, une cargaison sur le point de partir avec un privilège encore actif sur le matériel. Le genre de choses qui coûtent son mois à une entreprise si la mauvaise personne signe l'autorisation. Je suis sorti sur le porche, j'ai pris l'appel devant Walter, et j'ai observé son visage pendant que je travaillais. Bloquer l'autorisation, ai-je dit. Rien ne part tant que le privilège n'est pas levé. Je signerai moi-même. Pas avant. Silence, puis soulagement, puis un « oui, madame ». J'ai raccroché et j'ai glissé mon pouce sur une page scannée pour la signer, comme je l'avais fait 100 fois, sans cérémonie, sans doute. Walter me souriait, un petit sourire sec. Il pense toujours que tu comptes les trombones, n'est-ce pas? J'ai ri, et c'est sorti plus près d'un sanglot que je ne le voulais, parce qu'il avait raison. C'était exactement ce qu'il pensait. Et je les avais laissés le penser si longtemps, que j'avais presque oublié que ce n'était pas vrai. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table de sa cuisine, et je me suis connecté au système de la fiducie. Pas pour espionner, pour respirer, pour me tenir une minute dans la partie de ma vie où je n'étais pas une chaise de rechange. Le tableau de bord s'est chargé, les actifs, les participations, une ligne en haut qui était là depuis 8 ans et que je m'étais en quelque sorte entraîné à ne pas vraiment voir. Fiduciaire Hardrock, fiduciaire successeur depuis 2017, l'année où le cœur de Walter nous a fait peur pour la première fois. Je gérais tout, les terres, la carrière, les baux, les décisions discrètes qui maintenaient en vie une centaine de petites choses. J'avais passé 8 ans à me faire assez petite pour m'intégrer à une famille qui n'avait jamais voulu de moi à sa table. Pendant que, silencieusement, je tenais la table elle-même. J'ai fait défiler la page, et une seule ligne dans la liste des propriétés a figé ma main. Millstone Hall, propriétaire, Hardrock Land Company. Je l'ai lu 3 fois. La salle de bal, le grand Stone Hall avec les lustres et la vue sur la rivière. L'endroit que mes beaux-parents louaient pour prouver jusqu'où ils étaient montés. L'endroit où, dans 3 jours, ils porteraient un toast à un mariage auquel je n'étais pas autorisée à assister. Il nous appartenait. Il m'appartenait, dans tous les sens légaux qui comptaient. J'ai besoin d'expliquer ce que cette phrase signifie réellement, car les gens entendent le mot « fiduciaire » et imaginent une signature sans rien derrière. Un fiduciaire n'est pas un bénéficiaire assis sur un héritage. Un fiduciaire est la personne à qui tout le système répond, celle qui signe les baux, approuve les réparations,
décide quel locataire obtient un délai de grâce et lequel obtient un ultimatum. Depuis 8 ans, chaque décision prise par la Hard Rock Land Company était passée entre mes mains avant de devenir réalité. J'avais approuvé les lustres mêmes qui allaient pendre au-dessus de la tête de Sloan dans 3 jours. J'avais signé le contrat de restauration du parquet sur lequel elle allait danser. Et j'avais fait tout cela pendant les mêmes années où je laissais Warren dire à des salles pleines d'étrangers que les femmes devraient garder la maison chaleureuse. C'est cette partie qui m'a coupé le souffle. Pas la découverte du pouvoir. La découverte de la manière dont je l'avais dissimulé, même à moi-même. J'avais pris l'habitude de me faire petite. Et cette habitude était devenue si bonne, qu'elle avait convaincu la seule personne qui ne pouvait pas se permettre de le croire. Moi. Je suis restée assise dans la cuisine de mon grand-père, et j'ai laissé les deux vérités coexister. Dans leur maison, j'étais la femme qui arrangeait les chaises. Dans celle-ci, j'étais la raison pour laquelle le bâtiment où se trouvaient ces chaises était encore debout. J'ai ouvert le dossier des baux. Les événements Kingsley, année après année, réservés à un tarif marqué de 2 petits mots, courtoisie familiale, une fraction de ce que payait n'importe quel étranger. Un cadeau invisible que j'avais arrangé, trimestre après trimestre, sans jamais être remercié, parce qu'ils n'ont jamais su qu'il y avait quoi que ce soit à remercier. J'ai appelé Otis Crane, qui gère cette salle depuis avant mon mariage. Il a répondu à la 2e sonnerie. Madame Hard Rock, heureux de vous entendre. Le gala des Kingsley est de nouveau au tarif de courtoisie. Comme toujours. Voulez-vous que je change quelque chose? Je suis restée là, le téléphone contre mon oreille, et tout le sol de ma vie basculait sous moi. Pas encore, ai-je dit. Envoyez-moi tout d'abord. J'ai raccroché et j'ai finalement ouvert l'email de la banque, celui qui m'avait suivi en remontant la rivière. Demande de montant de remboursement et de subordination de privilèges pour Kingsley Flagship. Veuillez indiquer la position des fiduciaires. Je l'ai lu et relu, et je ne comprenais pas encore tout. Mais j'en comprenais la forme. De la même manière qu'on comprend une ombre, avant de voir la chose qui la projette. Mon mari demandait à une banque de l'aider à rembourser quelque chose. Quelque chose lié à la fiducie, quelque chose lié à moi, et il ne m'en avait pas dit un mot. Le premier texto d'Everett est arrivé cet après-midi-là, et il m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place dans son esprit. Pas un mot d'excuse, pas d'inquiétude, juste de la gestion. N'en fais pas toute une histoire, a-t-il demandé. La famille, c'est compliqué. Laisse-moi gérer. Tu réfléchis toujours trop. Je l'ai lu 2 fois, debout dans la cuisine de mon grand-père, et j'ai remarqué que je ne ressentais rien. Pas de colère, pas cette vieille envie réflexe d'arranger les choses. Les 3 petits points sont apparus, puis ont disparu. Il n'a jamais demandé où j'étais. Il n'a jamais demandé si j'allais bien. Il m'a demandé, à sa manière douce et gestionnaire, de me taire. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert un dossier à la place, un dossier étiqueté avec 2 mots que j'avais tapés 100 fois sans jamais vraiment les lire. Kingsley Flagship. J'ai appelé Francis Beaumont, la comptable qui tient les livres de la fiducie au propre. Francis a 50 ans, elle est sèche comme la craie, et elle n'a jamais adouci un chiffre pour me faire plaisir. Nous avons suivi l'argent ensemble, d'écran à écran, tard dans la soirée, et ce que nous avons trouvé était un plan. Les Kingsley essayaient de refinancer, essayant spécifiquement de rembourser et de se défaire de l'implication de la fiducie dans leur projet phare, le développement à usage mixte qui devait être leur couronnement, leur preuve, leur entrée dans un monde plus grand. Ils le faisaient discrètement. Et ils le faisaient maintenant, juste avant la clôture de l'accord Prescott. 18 millions de dollars, a dit Francis en tapotant le chiffre. Un partenariat qui ferait du nom Kingsley quelque chose que les Prescott mentionneraient à leur dîner. Ils essaient de se refinancer pour nous sortir du jeu, a dit Francis. La question est pourquoi maintenant? Et pourquoi si discrètement? Je n'avais pas encore la réponse, mais elle m'a donné le fil suivant. Elle a affiché un document, a fait défiler jusqu'à une ligne, et a tourné son moniteur vers moi. Parce qu'il y a cette garantie personnelle. Garant, Esther Hard Rock. Obligation, 2 800 000 $. Statut, actif.
J'ai fixé mon propre nom sur une dette que je m'étais permis d'oublier. 6 ans plus tôt, Everett s'était assis en face de moi avec un stylo et un sourire chaleureux et certain. Signe, chérie. Nous construisons ça ensemble. Ton nom signifie quelque chose pour ces gens. Et j'avais signé, parce que je l'aimais, et parce qu'être utile était la seule façon que je connaissais d'être aimé. Mon nom signifiait quelque chose, en effet. Il signifiait une garantie. J'ai signé parce qu'il a dit que nous étions une équipe, ai-je dit à Francis, et j'ai entendu à quel point cela sonnait creux à voix haute. Alors pourquoi ai-je l'impression que c'est un piège maintenant? Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Nous avons toutes les deux continué à lire. Le tableau complet s'est révélé lentement, comme de la vieille peinture qui s'écaille, une bande prudente à la fois, jusqu'à ce que vous voyiez le mur en dessous et que vous compreniez qu'il n'avait jamais été de la couleur que vous pensiez. J'ai commencé par le dossier le plus ancien, et j'ai demandé à Walter de s'asseoir avec moi pendant que je le lisais, car sa mémoire est aussi un registre. En 2016, l'entreprise de Warren Kingsley était sous l'eau, pas en difficulté, en train de se noyer. Une créance exigée par une banque qui avait perdu patience, et la fiducie, sur instruction de Walter, arrangée par moi, bien que j'ai été trop nouvelle et trop désireuse de plaire pour comprendre ce que je faisais vraiment, avait racheté cette créance. 4 500 000 $ de dette en difficulté, achetée discrètement, pour que Warren Kingsley puisse garder son entreprise, et plus que ça, garder la face. Warren m'a serré la main, a dit Walter, en regardant la rivière. Il a appelé ça un prêt entre gentlemen. Puis il a passé 9 ans à prétendre que ça n'était jamais arrivé. Il m'a raconté le reste cette nuit-là, lentement, comme il raconte tout ce qui lui coûte encore quelque chose. Warren était venu dans cette maison à l'hiver 2016. Il s'était assis dans le même fauteuil que moi, et c'était un homme différent à l'époque. Pas de fanfaronnade, pas d'argent de nouvelle génération, juste un entrepreneur à 3 semaines de perdre tout ce que son propre père lui avait laissé. La banque allait exiger le remboursement de la créance et vendre l'entreprise à la découpe. Warren avait demandé de l'aide à Walter, et il avait pleuré en le faisant, et Walter ne l'avait pas fait se sentir petit pour ça. Je lui ai dit qu'aucun homme ne devrait perdre le nom de son père pour 2 mauvaises années, a dit Walter. Alors nous avons racheté le papier. La fiducie avait acheté la créance à la banque avec une décote. 4 500 000 $ de dettes dont la banque était heureuse de se débarrasser, légalement. Cela faisait de Hard Rock le prêteur des Kingsley. Cela faisait de moi, une fois que j'ai pris la relève, la personne détenant le prêt qui maintenait tout leur monde à flot. Warren était sorti de cette maison solvable, et le temps d'atteindre sa voiture, il avait déjà commencé à réécrire l'histoire pour en faire une où il s'était sauvé lui-même. Il avait besoin de croire qu'il l'avait fait seul, a dit Walter. Certains hommes ne peuvent pas survivre en étant secourus, alors ils décident que ça n'est jamais arrivé. J'ai compris alors pourquoi je n'en avais jamais connu toute l'histoire. Elle ne m'était pas cachée. Elle était cachée à nous tous, par un homme qui ne pouvait pas vivre avec la vérité de qui l'avait sauvé. Et j'avais passé 9 ans à administrer discrètement une faveur qu'il avait passé 9 ans à prétendre n'avoir jamais eu besoin. J'ai ouvert le registre des paiements. 9 ans de paiement. Et chaque année, dans une colonne que j'avais tenue moi-même, les 2 mêmes mots apparaissaient, tolérance, appliquée. Intérêt réduit, délai prolongé, une main douce et invisible sous une famille qui se promenait en disant à tout le monde qu'elle s'était faite toute seule. Aux conditions du marché, a dit Francis, cette famille aurait fait faillite il y a des années. J'ai tourné la page, et c'était là. La chose qui était restée sous mes yeux tout ce temps, la facture pour le mariage de Sloan, le gala, les fleurs, le voiturier, la salle elle-même, tout facturé au tarif de courtoisie familiale. Ils célébraient leur ascension, lors d'une soirée que j'avais subventionnée pour eux. Ils portaient un toast à un monde qu'ils pensaient avoir construit, debout sur un sol qui m'appartenait, buvant à une courtoisie que j'avais étendue, et ils m'avaient dit que je ne faisais pas partie d'eux. Puis j'ai trouvé la garantie dans son intégralité, et j'ai compris la seconde moitié de la cruauté. Les 2,8 millions de $ n'étaient pas seulement une vieille faveur devenue caduque. C'était le fondement de leur projet phare. Mon crédit, mon nom, ma confiance en un homme qui ne me faisait plus confiance. Voilà sur quoi leur couronne était bâtie.
et quand j'ai consulté les documents de refinancement que Francis avait signalés, j'ai trouvé le projet de conditions pour l'accord Prescott, et j'ai lu le plan, dans le langage plat des gens qui ne s'attendent pas à ce que la personne concernée le voie un jour. À la clôture de l'accord Prescott, rembourser la facilité Hard Rock. Garantie personnelle existante, EH, à maintenir en place en attendant la stabilisation du projet. Rembourser Hard Rock. Couper les ponts avec la famille qui les avait sauvés. Me couper les ponts, mais garder mon nom sur le risque au cas où tout vacillerait. Utiliser tout ce que j'avais, et me mettre de côté une fois que les Prescott me rendraient inutile. Et dans la marge, d'une écriture que je reconnaîtrais entre 4 mots à l'encre bleue. Tenir à l'écart jusqu'à la fin. J'ai rappelé Francis ce soir-là et je lui ai demandé de m'expliquer exactement à quoi ma signature m'exposait, car je voulais le chiffre, pas le sentiment. La garantie était inconditionnelle. Cela signifiait que si le projet phare échouait, le prêteur n'avait pas à poursuivre les Kingsley en premier. Il pouvait venir directement à moi, personnellement, pour la totalité des 2 800 000 $. Pas la fiducie, moi. Mon propre nom, mon propre crédit, tout ce que j'avais construit en dehors du mariage. Donc, si leur projet trébuche après qu'ils vous ont lâché, a dit Francis, c'est vous qui vous retrouvez à payer la note, et ils le savent. C'est pour ça qu'ils vous ont laissé dessus. Ils n'avaient pas oublié de me retirer. Me retirer leur aurait coûté. Un prêteur ne libère pas gratuitement un garant solide. Il était moins cher de garder mon nom sur le risque, et mon corps hors de la pièce. Utiliser le crédit, jeter la femme. C'était, je l'ai réalisé, le mariage entier réduit à une seule ligne sur une feuille de conditions. Je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti, car ce n'était pas de la rage. C'était une clarté froide, comme sortir dehors le premier vrai matin d'hiver. Pendant 12 ans, je m'étais demandé en silence si j'imaginais la petitesse de ma place dans cette famille. Voici la réponse, notarié. Je n'avais rien imaginé. Je suis resté avec ça pendant un long moment. La rivière est devenue sombre derrière la fenêtre, puis ça a fait tilt. Le mariage, l'exclusion. Les mots de Sloan. Ce n'était pas juste du snobisme. C'était un signal. C'était la version sociale de cette note en marge. Gardez-la à l'écart. C'est plus propre sans elle. Le timing n'était pas de la cruauté pour le plaisir. Le mariage tombait juste avant la clôture de l'accord Prescott, et ils avaient besoin que je sois effacé du tableau avant que le nouveau monde ne se mette en place. Ils n'ont pas oublié de m'inviter. Ils répétaient mon absence. Mon téléphone a sonné, un numéro que je ne connaissais pas. Une voix calme et mesurée. Mademoiselle Hard Rock, ici Hollis Barrett. Je suis le conseil de la fiducie. Nous devrions parler. Quelque chose a atterri sur mon bureau concernant le dossier Kingsley, et je ne pense pas que vous vouliez la prendre par un intermédiaire. Hollis Barrett a 57 ans, et il a ce genre de calme qui vient de décennies passées à regarder les gens sous-estimer les documents. Il est venu en voiture le lendemain matin avec une mallette en cuir et une enveloppe crème bien à lui, qu'il a posée sur la table de Walter sans l'ouvrir. Il a confirmé ce que j'avais reconstitué, et il a ajouté la partie que je ne pouvais pas voir. Le refinancement des Kingsley ne pouvait pas avancer sans la fiducie. Leur manœuvre touchait à une servitude, une subordination, une douzaine de petites autorisations, et chacune d'entre elles passait par le fiduciaire, par moi. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes, et il a posé la seule question qui comptait. En tant que fiduciaire, rien de tout cela ne bouge sans vous. Alors, je vais vous demander clairement, est-ce que nous continuons à les porter, ou non? Pour la première fois en 12 ans, quelqu'un me donnait un choix au lieu d'une corvée. J'ai regardé le vieux registre de Walter sur la table, le sceau sur la lettre de souhait, mon propre nom sur une dette, un titre de propriété et une décision. Donnez-moi 3 jours, ai-je dit, et apportez les documents. 3 jours, les 3 mêmes jours qui se tenaient entre le mariage et le gala. Je pouvais sentir que tout s'alignait maintenant, comme une roue trouvant son rail. Mais avant de décider quoi que ce soit, j'avais besoin d'être sûr. Pas sur des chiffres, j'en étais sûr. Sur des gens, sur de ce que j'étais exactement pour eux, pour ne plus jamais avoir à me poser la question. Alors j'ai commencé par ceux qui avaient observé.
Otis m'a retrouvé au Millstone Hall le lendemain matin, avant que les équipes ne viennent accrocher les lumières du gala. Il m'a fait traverser la salle de bal dans le silence gris du petit matin, passant devant les lustres dont j'avais approuvé la restauration 2 ans plus tôt, et il m'a tendu le trousseau de clés aussi naturellement que de passer le sel. Celles-ci sont à vous, madame. Elles l'ont toujours été. Il se souvenait de choses que j'aurais oubliées. L'hiver où une canalisation avait éclaté 2 jours avant une fête de Noël des Kingsley, et j'étais venu en voiture à minuit pour éviter que cela ne devienne un désastre que personne ne saurait jamais que j'avais empêché. Les fournisseurs que j'avais apaisés, les nuits où j'avais discrètement couvert un déficit pour que les Kingsley n'aient jamais à le faire. Tout le monde dans ce bâtiment sait qui le dirige vraiment, a-t-il dit. Ce n'a jamais été eux. Je ne me suis pas contenté de sa parole. Cet après-midi-là, j'ai consulté moi-même l'historique des réservations de la salle, en remontant les 8 années complètes. Non pas que je doutais d'Otis, mais parce que j'avais appris cette semaine-là à ne plus faire confiance à quoi que ce soit sur lequel je ne pouvais pas mettre le doigt. Tout y était. Chaque fonction des Kingsley, chaque anniversaire, levée de fonds et fête de fin d'année qu'ils avaient utilisé pour paraître importants, subventionnés par ma main. Il y avait même une ligne pour l'année où Warren avait accueilli l'association des constructeurs du comté et avait prononcé un discours sur le fait d'avoir gagné tout ce qu'il avait. J'avais offert la salle pour celle-là. J'avais envoyé les fleurs. Il s'est arrêté aux hautes portes au fond de la salle. Quoi que vous décidiez pour le gala, la salle est à vous, pour l'ouvrir ou la fermer. Je l'ai remercié et j'ai empoché les clés. Et je pensais que c'était la vérité la plus difficile que j'entendrais cette semaine-là. J'avais tort. La plus difficile est venue de Karen. Elle a appelé et a demandé à me voir, et il y avait quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Pas de la chaleur, pas de la comédie, de la honte. Nous nous sommes rencontrés dans un café à mi-chemin entre nos vies, et elle ne pouvait pas me regarder. Elle n'arrêtait pas de tordre une serviette en papier pour en faire une corde. Ce n'était pas l'idée de Sloan de vous laisser de côté, a-t-elle dit. Je veux que vous le sachiez. J'ai attendu. C'était Everett. Elle l'a dit vite, comme un pansement qu'on arrache. C'est lui qui en a parlé. Il a dit à Warren que vous compliqueriez l'image. C'étaient ses mots. L'image. Ses mains tremblaient maintenant. J'ai tellement honte d'avoir laissé faire. J'ai honte depuis des années, à propos de beaucoup de choses. L'homme qui avait détourné le regard n'avait pas seulement manqué de me défendre. Il avait tout arrangé. Elle a sorti son téléphone, a hésité, puis l'a glissé sur la table. Il y a un message. Vous devriez le voir vous-même. Je ne veux pas que vous pensiez que je l'ai inventé. C'était un texto d'Everett à Sloan, daté d'1 semaine avant la répétition. Laisse Esther hors de la liste. C'est plus propre sans elle. Elle s'en remettra. Elle s'en remet toujours. Elle s'en remet toujours. J'ai lu cette phrase 3 fois, puis j'ai posé le téléphone très doucement, et j'ai senti la dernière chose douce en moi devenir silencieuse et nette, parce qu'il avait raison, historiquement. Je m'en remettais toujours. J'arrangeais toujours les choses, je pardonnais, je disposais les chaises et je gardais la maison chaleureuse, en me disant que les familles ont besoin de temps. Il pariait sur la femme que j'avais toujours été. Il ne savait pas que cette femme était sortie de la voiture 3 jours plus tôt, et avait laissé une porte se refermer derrière elle. Je n'ai pas non plus réagi immédiatement au texto. J'avais passé une carrière à apprendre que le document le plus accablant est celui qui s'avère manquer de contexte, et je n'allais pas construire la fin de mon mariage sur une seule capture d'écran. Alors, j'ai demandé à Karen la seule chose qui pouvait tout changer. Je lui ai demandé de me transférer toute la conversation, avec les horodatages et tout, et de jurer qu'elle n'en avait pas touché un mot. Elle l'a fait, là, à la table, ses mains tremblant toujours. Tout l'échange s'est chargé sur mon téléphone. Les messages d'Everett, les réponses de Sloan, toute la petite séance de planification sordide. Il n'y avait pas de contexte manquant. Il y en avait seulement plus. Sloan avait demandé si me laisser hors de la liste provoquerait une scène, et Everett avait répondu, elle ne le fera pas. Elle ne le fait jamais. Dis-lui juste qu'on n'avait plus de place. C'était pire en entier qu'en fragments.
C'est généralement le cas. Francis a appelé cet après-midi-là avec la dernière pièce. Les Prescott, il s'est avéré, étaient des gens prudents. Avant que leur argent ne s'approche du nom Kingsley, leurs avocats avaient envoyé une lettre, non pas au Kingsley, mais à la fiducie. Avant la clôture, nous exigeons une confirmation de la situation des entités Kingsley auprès de la Hard Rock Land Company, y compris toute question de bail et de privilèges. Je l'ai lu, et j'ai presque ri de la tournure des choses. L'accord pour lequel il m'avait effacé dépendait maintenant entièrement de ce que je choisirais de dire. Je n'ai pas décidé sous le coup de la colère. Je veux que ce soit clair. La colère est bruyante. Et ce que je ressentais à ce moment-là était le contraire du bruit. J'ai décidé comme j'équilibre un registre, lentement, ligne par ligne, jusqu'à ce que les deux côtés disent la vérité. Hollis et moi nous sommes assis dans le salon de Walter et avons rédigé les avis. Pas des stratagèmes, pas de la vengeance. 2 documents simples, chacun fondé sur une clause que les Kingsley avaient signée des années plus tôt sans jamais la lire. L'un, un avis que la fiducie ne renouvellerait pas l'arrangement de courtoisie au Millstone Hall. L'autre, un avis que les années de tolérance sur leurs créances prendraient fin, selon les termes déjà inscrits. Conformément à la section 4, la fiducie choisit de ne pas renouveler l'arrangement. Aucune autre condition de courtoisie ne s'appliquera. Le premier avis disait cela. Pas d'expulsion, pas de cruauté, juste la fin d'un cadeau qu'ils avaient pris pour un droit. Hollis a rebouché son stylo et m'a regardé. Dites le mot, et ceux-ci partiront. Où et quand, c'est à vous de décider. Où et quand? J'ai laissé cela en suspens. Avant de faire quoi que ce soit avec ses avis, Hollis m'a fait comprendre exactement ce qu'il ferait et ne ferait pas, car c'est le genre d'avocat qui préfère vous décevoir maintenant plutôt que de vous surprendre plus tard. La non-reconduction pour le Millstone Hall était simple. L'arrangement de courtoisie était à durée déterminée, et la fiducie avait tout à fait le droit de refuser le prochain. Cela n'annulerait pas le gala, qui était déjà réservé et payé, mais cela mettrait fin à la réduction pour l'avenir, et cela signifiait que les Kingsley ne pourraient plus jamais traiter cette salle comme la leur. La créance était plus délicate. La tolérance que nous avions accordée pendant 9 ans était une courtoisie, pas un contrat. Nous pouvions y mettre fin et revenir aux termes originaux. Taux d'intérêt du marché, échéancier complet, mais nous devions le faire à la lettre, avec un préavis en bonne et due forme et une période de régularisation. Pas de raccourci, a dit Hollis. Faites-le proprement, ou un juge l'annulera. Puis il m'a dit la partie que je ne voulais pas entendre. Comprenez votre propre exposition avant de tirer un seul coup, a-t-il dit. Au moment où vous les pressez, vous augmentez la probabilité que leur projet vacille. Et s'il vacille alors que votre nom est encore sur cette garantie, c'est vous qui payez. Vous voulez que cette main levée soit signée avant de bouger, ou le même jour. Jamais après. C'était la première fois que quelqu'un faisait de ma sécurité une condition de ma propre justice. J'ai réfléchi un long moment avant d'hocher la tête. Le téléphone a commencé à sonner le même jour, car la lettre de Prescott avait fait bouger les choses de leur côté. Warren a appelé en premier. Il n'avait pas changé de ton en 12 ans, et il ne l'a pas changé maintenant. Quoi qu'Everett t'ait dit, reste en dehors des affaires, Esther. C'est de l'argent de grand. J'ai regardé par la fenêtre la rivière, et je lui ai répondu avec la même voix plate et agréable qu'il avait toujours utilisée avec moi. Alors tu ferais mieux de vérifier qui détient ta créance, Warren. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse trouver le fond de cette phrase. La réponse d'Everett à tout cela est venue par l'intermédiaire d'un avocat, ce qui m'a tout dit sur notre situation. La lettre est arrivée 2 jours plus tard, et elle a tenté la seule manœuvre à laquelle j'aurais dû m'attendre. Elle prétendait que les actifs de Hard Rock étaient des biens matrimoniaux. Qu'après 12 ans de mariage, mon mari avait droit à une part de tout ce que je contrôlais, y compris la fiducie. C'était agressif, et c'était destiné à me faire peur pour que je revienne à la table des négociations. Hollis l'a lu une fois et l'a posé, comme quelque chose qui avait cessé d'être intéressant. Ils ne comprennent pas ce que vous êtes, a-t-il dit. Vous n'êtes pas la propriétaire. Vous êtes la fiduciaire. Ce n'est pas votre propriété à diviser.
C'est la fiducie de votre grand-père, détenue pour la lignée familiale, établie bien avant votre mariage et se tenant entièrement en dehors du mariage. Everett n'a pas plus de droit sur elle que le mari d'une directrice de banque n'en a sur le coffre-fort. Il avait raison, et mieux que ça, car la lettre même qui était censée m'effrayer est devenue une autre page du dossier. La preuve, de la main même de l'avocat d'Everett, que les Kingsley essayaient maintenant de mettre la main directement sur l'argent de Hard Rock, comme un homme qui se noie s'accroche à ce qui est le plus proche. La contre-attaque qui était censée m'acculer m'a donné un reçu de plus. J'avais passé des années à avoir peur de ce qui arriverait si j'arrêtais un jour d'arranger les choses. Et chaque fois qu'il poussait, le sol devenait plus ferme sous mes pieds, pas plus mou. Ils continuaient de frapper, et chaque coup atterrissait sur leur propre fondation. Puis leur propre manœuvre s'est retournée contre eux, et c'est la partie que je trouve encore presque drôle. Everett et Warren, dans leur hâte de se débarrasser de la fiducie avant la clôture de l'accord Prescott, avaient fait avancer le refinancement, et le refinancement avait besoin de la subordination de la fiducie pour procéder. Leur banque nous l'a envoyé directement. L'emprunteur ne peut procéder sans la subordination des fiduciaires. Veuillez aviser. Ils avaient essayé de me sortir du tableau, et ce faisant, ils m'avaient tendu les ciseaux. Sans ce consentement, sans une confirmation claire que les Kingsley se tenaient sur leurs propres deux pieds, indépendants de Hard Rock, les Prescott ont fait exactement ce que font les gens prudents. Leur avocat a appelé Hollis avec un message que je garderai longtemps. Nous admirons l'ambition. Nous préférons simplement qu'elle repose sur ses propres fondations. Nous attendrons des éclaircissements. Ils ont mis l'accord en pause. Les Prescott ne se sont fiés à la parole de personne, et je les ai respectés pour ça. Leur conseil a appelé Hollis pour confirmer ce que la fiducie ferait et ne ferait pas. Et à un moment donné, l'homme a demandé à me parler directement. La fiduciaire, pas l'avocat. J'aurais pu enterrer les Kingsley lors de cet appel. J'aurais pu lui dire toutes les choses horribles que j'avais apprises cette semaine-là. Je ne l'ai pas fait. Je lui ai seulement dit la vérité dont il avait besoin, que l'arrangement de courtoisie à la salle ne continuerait pas, que la tolérance sur la créance des Kingsley prenait fin, que la fiducie ne subordonnerait pas sa position pour faire fonctionner leur refinancement. Des faits, pas des couteaux. Donc, la position de l'entité Kingsley est indépendante de Hard Rock, a-t-il dit prudemment. Elle est sur le point de l'être, ai-je dit, pour la première fois. Vous voudrez voir à quoi cela ressemble avant de construire quoi que ce soit dessus. Il m'a remercié, et il le pensait. J'ai raccroché en sachant que je venais de dire à une famille prudente et riche exactement pourquoi elle devrait se retirer de l'accord pour lequel mon mari m'avait effacé, et que je l'avais fait sans un seul mensonge et sans une seule cruauté, juste avec la lumière du jour. Il s'avère que la lumière du jour suffit, quand ce que les gens cachent est aussi énorme. J'ai entendu par des intermédiaires, puis directement de Karen, comment la famille s'est déchirée sous le poids de tout cela. Pas d'un coup, et pas avec grâce. Warren a blâmé Everett. Sloan, terrifié à l'idée de perdre les Prescott, s'est retourné contre son frère au milieu de leur propre cuisine. Tu as dit qu'elle n'avait pas d'importance, Everett. M'a raconté Karen qu'elle avait crié. Tu l'as dit. Ils ne se sont pas retournés contre Everett par loyauté envers moi. Ils se sont retournés parce que l'argent a bougé, et les gens vous montrent qui ils sont quand l'argent bouge. Les conséquences ne sont pas arrivées comme un coup de tonnerre. Elles sont arrivées sous forme d'appels téléphoniques et de lettres, ce qui est la façon dont les vraies conséquences arrivent toujours. Avec la fin de la tolérance et le refus de la fiducie de subordonner, la banque des Kingsley a fait le calcul et est devenue nerveuse. Un prêt qui avait semblé sûr pendant 9 ans ressemblait soudain à ce qu'il avait toujours été, une entreprise soutenue par la patience de quelqu'un d'autre. La banque a réévalué le financement du projet phare. Les conditions favorables sur lesquelles Everett comptait se sont évaporées. Warren, qui avait passé une carrière à insister sur le fait qu'il ne devait rien à personne, a passé cette semaine au téléphone à supplier des institutions pour la pitié qu'il avait prétendu n'avoir jamais eu besoin. Rien de tout cela n'était à moi de célébrer. Je n'avais rien pris. J'avais seulement arrêté de donner. Et il s'est avéré que presque tout ce qu'ils avaient été fait de ce que j'avais donné. Quand vous construisez une maison sur les fondations de quelqu'un d'autre,
puis que vous insultez les fondations, vous ne devriez pas être surpris quand elles refusent de continuer à vous soutenir. Au milieu de tout ça, mon téléphone a vibré. Everett. S'il te plaît, pouvons-nous parler? Juste nous. J'ai regardé ces deux mots pendant un long moment. Juste nous. Comme s'il y avait jamais eu un « nous » qui n'était pas construit sur mon utilité. J'ai demandé à Walter ce qu'il pensait que je devrais faire. Il ne me l'a pas dit. Il n'allait jamais me le dire. Il a juste versé du café. 2 tasses. Et cette fois, il les a remplies toutes les 2. Et il a dit la chose la plus vraie que quiconque médite ce mois-là. Tu ne dois plus ton silence à personne. Pas même à lui. J'ai texté une ligne à Hollis. Le gala. J'y serai. Car si j'allais mettre fin à cela, je le ferais dans la pièce qu'ils avaient utilisée pour m'effacer. Pas en me cachant, pas en faisant un scandale, en me tenant exactement là où j'avais tout à fait le droit de me tenir. Everett m'a retrouvé avant le gala dans un coin tranquille d'un bar d'hôtel, et il a fait la chose que j'avais attendu 12 ans de le voir faire. Il avait besoin de moi. Il a tendu la main sur la petite table, et j'ai remarqué que je ne lui ai pas rendu l'appareil. J'ai besoin de toi, a-t-il dit. La famille a besoin de toi. Règle juste ça, comme tu le fais toujours. C'était là. Le mariage entier en une seule phrase. Tu avais besoin de ce que je pouvais faire, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose que d'avoir besoin de moi. Il ne l'a pas entendu. Il a continué. Il a exposé les choses comme un marché, car un marché était le seul langage qui lui restait. Reviens, et tout ça disparaît. La garantie, le désordre, l'exposition. Pars, et je suis dans le pétrin aussi. Il avait raison sur ce point. Mon nom était toujours sur 2 800 000 $. Le risque était réel. Il a posé son alliance sur la table entre nous, comme une carte qu'il jouait. Il aurait été si facile d'avoir peur, de se glisser à nouveau dans la forme chaude et familière de la femme qui arrange les choses. Et j'y ai pensé. Je veux être honnête, car une femme qui ne ressent aucune attirance pour la porte facile n'est pas courageuse. Elle est juste insensible. Et je n'étais pas insensible. J'ai pensé aux 2,8 millions avec mon nom dessus, et comment une seule de mes signatures pourrait le faire disparaître. J'ai pensé à notre maison, celle que j'avais peinte pièce par pièce, et comment partir signifiait la quitter. J'ai pensé à l'épuisement total de ce que je commençais, les avocats, les dépôts de plainte, les mois que ça prendrait, contre la simplicité de simplement rentrer à la maison et de laisser l'ancienne forme se refermer sur moi comme de l'eau. J'avais 41 ans. Je savais exactement à quel point il est facile d'échanger tout son être pour une vie tranquille, parce que je l'avais déjà fait une fois, et j'avais été à l'aise dans cet échange pendant 12 ans. Everett m'a regardé peser le pour et le contre, et je pense qu'il a pris ma pause pour une reddition. Il a presque souri. C'est ce qui m'a décidé à la fin, pas la colère. Ce presque sourire, la certitude sur son visage que je plierais, parce que je pliais toujours, parce que plier était la seule chose dont il avait jamais vraiment eu besoin de moi. Il ne demandait pas à sa femme de revenir. Il rappelait un actif fiable au service, et il était déjà soulagé. Je prendrai le risque, ai-je dit. J'ai payé pour ton confort assez longtemps. Il m'a regardé fixement, comme si la langue avait changé en milieu de phrase. Plus tard cette semaine-là, Karen a fait la seule chose courageuse de sa vie. Elle l'a dit à voix haute à toute la famille, le plan de me mettre à l'écart venait d'Everett depuis le début. Elle ne l'a pas fait pour les applaudissements. Elle l'a fait parce qu'elle était fatiguée du poids du mensonge. Je ne mentirai plus pour toi, Everett, lui a-t-elle dit. Et elle m'a dit qu'elle l'avait enfin dit, en regardant son fils droit dans les yeux. Elle valait 10 fois le nom que tu poursuivais. J'étais reconnaissante. Je le lui ai dit. Et puis je lui ai dit doucement que je ne restais pas pour ça non plus. Être vu enfin était une belle chose, mais ce n'était pas une raison pour revenir en arrière. C'était juste la permission d'aller de l'avant. Je lui ai donné mes conditions à la fin, et je veux être exact à leur sujet, car ce n'était ni un plaidoyer, ni une punition. C'était la vérité, énoncée une fois. Voici comment ça se passe maintenant, ai-je dit.
La fiducie agit selon les règles. Mon nom est retiré de cette garantie, et je dépose une demande de divorce. J'ai posé le trousseau de clés sur la table entre nous, à côté de l'alliance qu'il avait laissée là. Ce ne sont pas des offres, ce sont les conditions. Il a regardé les clés, et je pense que c'est à ce moment-là qu'il a compris lequel de nous deux avait réellement soutenu la famille. 3 jours après le mariage, je ne suis pas entrée dans cette salle de bal en tant que sa femme. Je suis entrée en tant que la personne qui possédait le sol. Le gala était tout ce qu'ils avaient voulu qu'il soit. Les lustres que j'avais fait restaurer jetaient des reflets dorés sur 200 invités. Le quatuor jouait. Sloan scintillait. Les Prescott se tenaient en un groupe prudent près des fenêtres, observant tout, comme le font les gens prudents. Je suis entrée par l'arrière et je me suis tenue contre le mur, dans une simple robe sombre, ne tenant rien, car je n'avais plus besoin de tenir quoi que ce soit. Il a fallu un moment avant que quelqu'un me remarque. Quand Sloan l'a fait, elle est devenue blanche, puis furieuse, et elle a traversé la pièce, son verre de vin tenu comme une arme. « Qu'est-ce qu'elle fait ici » a-t-elle sifflé. « Je me tiens dans mon bâtiment » ai-je dit. Elle ne comprenait pas encore. Aucun d'entre eux ne comprenait. Puis les hautes portes du fond se sont ouvertes, et un homme en costume sombre est entré avec une mallette en cuir à la main. Hollis a traversé la salle de bal sans se presser. Il n'a pas regardé le quatuor, ni les fleurs, ni l'or. Il a marché droit vers Warren et Everett, qui tenaient la cour près de la table d'honneur, il s'est arrêté devant eux, et il a sorti une enveloppe de couleur crème de sa mallette. Everett a pâli avant même de l'ouvrir. J'ai regardé la scène se dérouler. Je pense que quelque part, au fond de lui, il attendait ça depuis le jour où il avait écrit « image » dans un texto à sa sœur. Hollis a parlé doucement, juste pour eux, mais j'étais assez proche pour entendre chaque mot. Au nom de la fiducie familiale Hard Rock. Avis que tous les arrangements de courtoisie dans cette propriété, et toute tolérance sur votre créance impayée, cesseront conformément à leurs termes. Passez une agréable soirée. Warren a ouvert l'enveloppe. Ses yeux ont parcouru la page. Et puis il a fait quelque chose que j'avais attendu 12 ans de voir. Il a levé les yeux, il a regardé autour de la pièce, les lustres, les fleurs, le sol, et seulement alors, vraiment pour la première fois, il m'a regardé et a compris. Je n'ai pas arrêté la fête. Je veux que l'on se souvienne de ça aussi. J'aurais pu. Je possédais la salle, je détenais la créance, et je portais le risque, et j'aurais pu éteindre toutes les lumières et renvoyer 200 personnes chez elles. J'ai laissé la fête se terminer à la place. Il n'y a aucune dignité à incendier une maison. Il n'y a de dignité qu'à sortir de celle que vous avez construite, et pour laquelle on ne vous a jamais remercié. J'ai trouvé Everett près des portes en partant. Il était livide, tenant l'enveloppe comme si elle pouvait se dissoudre. Je ne prends rien qui était à toi, lui ai-je dit, et je le pensais comme la chose la plus gentille que je lui dirais de toute la soirée. J'arrête juste de te donner le mien. J'ai mis le trousseau de clés dans la main d'Otis en sortant, non pas en jetant la salle, juste en la confiant à quelqu'un qui en avait pris soin honnêtement. Et alors que j'atteignais les portes, Everett a dit mon nom, sans le gérer cette fois, sans arranger quoi que ce soit, juste en le disant. De la manière dont vous dites quelque chose que vous voyez enfin clairement, et que vous savez que vous avez perdu. Les avis avaient une mèche lente, comme le font les vraies choses. Rien ne s'est effondré cette nuit-là. Il y avait une période de régularisation pour la créance, une échéance pour la non-reconduction, un processus de vérification diligente qui avancerait à la vitesse où ces choses avancent. Les Prescott attendraient des éclaircissements, et les éclaircissements prendraient des semaines. Mais c'était fait. C'était par écrit, et rien de tout cela ne pouvait être défait. La famille qui avait vécu si longtemps sur une courtoisie devrait maintenant apprendre à se tenir sur les fondations qu'elle avait réellement, qui étaient, comme ils allaient le découvrir, considérablement plus petites que celles sur lesquelles ils se tenaient. Ce n'était pas une punition que j'avais inventée. C'était juste le sol qui se révélait enfin. Everett a demandé à me voir une fois de plus, pour comprendre, a-t-il dit. J'ai accepté de le rencontrer, et j'ai choisi l'endroit exprès. Le Millstone Hall, vide maintenant, les fleurs enlevées, les chaises empilées, la grande salle résonnant, le même sol où Sloan avait dit un jour que je ne faisais pas partie d'eux.
Le même sol où un homme en costume sombre avait mis fin à leur soirée parfaite. Nous nous tenions près de la petite estrade où se trouvait la table d'honneur, où Sloan s'était tenu pour porter un toast à un monde qui ne m'incluait pas. Cette fois, c'était moi qui me tenais là. Everett a essayé de s'excuser. Je lui accorderai au moins ça. Il a essayé, mais c'est sorti de travers, comme toujours. Une excuse principalement sur sa propre perte. Je vais tout perdre, eh. Tu as déjà perdu la seule chose qui n'a jamais été à toi, ai-je dit. Moi. Il tournait son alliance sur son doigt, encore et encore, comme il avait tourné son verre de vin la nuit où Sloan avait prononcé ces mots. Certains hommes ont une manie nerveuse pour chaque fois qu'ils se choisissent eux-mêmes. Warren était là aussi, et même maintenant, même debout dans les ruines, il ne pouvait pas s'en empêcher. Après tout ce que cette famille t'a donné, et j'ai finalement dit la chose que j'avais portée en remontant la rivière 3 jours après le mariage. Sloan avait raison, ai-je dit. Je n'ai jamais fait partie de vous. J'ai laissé la phrase atterrir. Vous faisiez partie de Hard Rock, et Hard Rock vient de lâcher prise. Warren s'est assis. Pour la première fois en 12 ans que je le connaissais, il n'avait rien à dire. Everett a alors réessayé. Une vraie excuse cette fois, ou du moins ce qui s'en approchait le plus. Je savais ce que tu valais, a-t-il dit. C'est la partie que je savais, Esther, et je l'ai utilisée. Je me suis dit que c'était pour la famille, mais c'était parce que c'était facile. Parce que tu me laissais faire. Sa voix s'est brisée sur la fin. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Et la chose étrange, c'est que je l'ai cru. C'était la tragédie de la chose. Il ne mentait pas. Il savait ce que je valais, et il l'avait dépensé quand même, soigneusement. De la manière dont on dépense de l'argent qu'on ne respecte pas. Sa peine était réelle. Elle arrivait juste des années trop tard. Et elle était toujours, au fond, un peu à propos de lui-même, de l'homme qu'il allait devoir voir dans le miroir maintenant. Je n'avais pas besoin que ce soit plus que ce que c'était, et je n'avais pas besoin que cela change quoi que ce soit. Je te crois, lui ai-je dit. Ce n'est pas la même chose que de revenir. J'ai posé une autre page sur la table. La main levée. Mon nom retiré des 2 800 000 $, selon mes conditions, comme prix de toute coopération. Le levier que j'avais porté sans le savoir s'est enfin transformé en ma propre liberté. Je leur ai dit ce que je gardais et ce que je laissais partir. Je gardais Hard Rock, au grand jour, sous mon propre nom, fini de me cacher. Je laissais partir le mariage. Je n'allais pas les enterrer au-delà du cadeau que j'avais retiré. Froid, peut-être, mais pas cruel. Il y a une ligne entre les deux, et j'avais enfin appris à la voir. Je ne suis pas là pour vous ruiner, ai-je dit. Je suis là pour arrêter de vous sauver. Il y a une différence, et vous la sentirez. Everett m'a regardé alors, et a posé la seule question qui lui restait, celle dont je pense qu'il voulait vraiment la réponse. Est-ce que quelque chose de tout ça était réel? J'ai pensé à mentir, pour rendre le départ plus facile. Je ne l'ai pas fait. C'était réel pour moi, ai-je dit. C'est pour ça que je ne peux pas rester. Je crois enfin que je vaux plus que d'être utile pour toi. J'ai traversé ce sol résonnant, mais pas bruyant dans la salle vide, et j'ai laissé les grandes portes se refermer derrière moi. Le même geste que la portière de la voiture, 3 jours après le mariage, sauf que cette fois, ce n'était pas de l'endurance. Cette fois, c'était à moi. Dehors, il faisait jour. Et mon téléphone s'est allumé avec un message qui ne venait d'aucun d'eux. Il venait d'Otis, à propos de la salle. Dès la première semaine de décembre, j'avais cessé de disparaître. J'ai mis mon nom sur Hard Rock, au grand jour. Fiduciaire en plein jour. Fini les factures de courtoisie arrangées dans le noir. Fini de me tenir au bout de la table. Le reste s'est réglé comme les vraies choses se règlent. Sur papier, au fil des semaines, mon nom a été retiré des 2 800 000 $, le jour même où j'ai arrêté de les protéger. Hollis a géré le timing exactement comme il l'avait promis. Ainsi, la main levée et les avis ont bougé ensemble, et je n'ai jamais été laissé seul à porter le risque.
La créance des Kingsley est revenue aux conditions honnêtes qu'elle aurait dû avoir depuis le début. Je ne soutenais plus leur monde, et je ne portais plus leur exposition non plus. Quoi que nous nous soyons du l'un à l'autre, le registre entre nous était enfin à égalité, jusqu'à la dernière ligne. Et j'ai décidé quoi faire du Millstone Hall, qui avait été si longtemps utilisé comme scène pour l'arrivée des autres. Le gérer au grand jour était plus étrange que de l'avoir caché. Pendant 8 ans, j'avais pris mes décisions dans l'ombre et laissé d'autres prendre la lumière. Maintenant, je signais mon nom là où tout le monde pouvait le voir. Je me suis assise à la tête d'une réunion hard rock pour la première fois, au lieu de donner des chiffres à un homme qui les répéterait comme siens. J'ai approuvé un nouveau bail sur le terrain et de la carrière, renouvelé les contrats que j'avais toujours renouvelés discrètement, et j'ai fait tout cela en tant qu'Esther Hard Rock, fiduciaire, à voix haute, la porte ouverte. La première semaine, un des anciens directeurs de l'entreprise m'a appelé « Madame », puis s'est repris, ne sachant pas comment appeler une femme qui avait apparemment dirigé les choses tout ce temps sans que personne ne l'annonce. Je lui ai dit que « Madame » était très bien. Je l'avais mérité dans l'ombre, je pouvais le garder dans la lumière. Otis m'a retrouvé là par un matin froid et lumineux, clé en main, un presse-papier sous le bras. « Premier événement sous votre nom », a-t-il dit. « Où voulez-vous le podium ?»« Pas de podium », ai-je dit. « Ouvrez les portes. Laissez les gens entrer. » Ce n'était pas un gala. C'était le contraire d'un gala. La salle s'est ouverte à la ville en contrebas du méandre de la rivière, aux gens qui avaient vécu à côté de ce bâtiment en pierre toute leur vie sans jamais y être entrés. Pas d'or, pas de quatuor, pas d'image, juste des portes ouvertes et l'idée de mon grand-père de ce à quoi une chose comme celle-ci servait. J'ai utilisé le trousseau de clés une dernière fois pour ouvrir les portes d'entrée moi-même. Walter est venu, lent et stable, et s'est tenu au milieu de la pièce pendant qu'elle se remplissait de gens. Il a regardé tout ça, puis il m'a regardé, et il a dit la chose qui a finalement refermé quelque chose en moi qui était ouvert depuis 12 ans. « Tu n'as rien pris à personne », a-t-il dit. « Tu as juste arrêté de disparaître. » Sur la table, à côté de son vieux registre en cuir, il y en avait un nouveau maintenant. Même genre de couverture usée, un nom différent sur la tranche. Le mien. Mon téléphone a vibré une fois sur le rebord de la fenêtre. La demande de divorce était passée, propre, selon mes conditions, et en dessous, un message d'Everett. Je pouvais voir les premiers mots sans l'ouvrir. Des excuses, ou une supplication, ou les deux. Je ne l'ai pas ouvert. Il avait toujours été si sûr que je reviendrais. C'était la seule chose à mon sujet dont il avait été certain toutes ces années. Que j'arrangerais les choses, que je pardonnerais, que je disposerais les chaises, et que je remplirais la deuxième tasse, et que je garderais la maison chaleureuse. C'était la dernière chose sur laquelle il s'est jamais trompé à mon sujet. J'ai retourné le téléphone sur le rebord de la fenêtre. Le même geste que le plan de table sur la table de ma cuisine, le matin où il est parti sans moi, mais cela signifiait le contraire maintenant. Alors, c'était une reddition. Maintenant, c'était juste laisser aller quelque chose que je n'avais plus besoin de tenir. J'ai regardé la pièce, la salle en pierre de mon grand-père pleine de gens, la rivière brillante à travers les hautes fenêtres, et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir, la chaise près de laquelle j'ai choisi de me tenir était simplement celle que je voulais. Si vous avez déjà été celle qui a tout fait tourner tout en étant traitée comme si vous n'aviez pas d'importance, alors vous comprenez déjà pourquoi je n'ai pas claqué une seule porte. J'ai juste arrêté d'en tenir une ouverte. Alors, voici ma question pour vous. Est-ce que partir était la bonne décision? Ou aurais-je dû les forcer à s'excuser en face, avant de laisser tout ça partir? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je veux juste savoir comment vous auriez joué le coup.